Il est 23h23, heure miroir. C'est un message envoyé de l'au-delà pour accueillir Djamila sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Djamila. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Djamila et quel âge avez-vous? Moi, je suis en région parisienne Oui. et mon âge, j'aimerais bien le garder secret. Eh bien, vous le gardez secret. Chacun fait ce qui lui plaît ici, vous savez. Donc, D'accord, de quoi merci. voulez-vous me parler, Djamila? Du décès de mon petit frère Mehdi El Bekri au CHU de Nancy-Brabois en janvier 2016 D'accord. Ben, je vous écoute, ma chère et des Djamila. circonstances de son décès. Mon petit frère est décédé en janvier 2016, donc Oui. officiellement le 30 janvier 2016, Mhm. d'une des complications d'une pleurésie purulente. En fait, déjà, il a eu des complications de sa pleurésie purulente qui n'a pas été soignée selon les données acquises de la science. Oui. Et ensuite, il a été débranché à notre insu. C'est-à-dire que aujourd'hui en France, on est de nombreuses familles qui réclamons des dossiers médicaux lorsqu'il y a des erreurs médicales ou des fautes médicales à l'hôpital. Et Oui. on a d'énormes difficultés à récupérer l'intégralité des dossiers. En général, ces dossiers sont falsifiés. Donc c'était de nombreux avocats l'ont dénoncé, notamment dans le CHU de Strasbourg, dans le documentaire sur YouTube CHU de Strasbourg, l'art du camouflage. Donc il y a un avocat qui a dénoncé et le professeur Christian Maresco qui a dénoncé cet état de fait. Oui. Euh, et donc dernièrement, avec plusieurs familles, on a fait une vidéo qui s'appelle Mourir à l'hôpital, à qui le tour. Donc on est 6 familles de victimes, dont une famille qui est déjà passée sur votre antenne, la famille de Liliane de Thèves, Rodolphe de Thèves, qui avait déjà évoqué le cas de sa maman, Oui. décédée au CHU d'Amiens. Donc il y a mon petit frère, Mehdi El Bekri. Donc je souhaiterais un petit peu citer les noms des différentes familles. Donc il y a la famille de Abdelhamid Madadi, la famille de Lucinda Mendes, la famille de Yolande Gabriel et la famille de Loïc Mercadier. Donc en fait, on est tous confrontés aux mêmes problématiques, c'est-à-dire que on a déposé des plaintes pour enfin avoir la vérité sur les circonstances du décès de nos proches. Oui. Et en fait, il y a zéro enquête, il n'y a aucune enquête. Moi, dans mon cas, par exemple, il n'y a eu aucune enquête. Le médecin n'a pas été auditionné. La justice a dit que ce n'était pas la peine. Le dossier médical de mon frère, qui est falsifié, parce qu'il y a du correcteur dessus, n'a pas été saisi par la justice. Et quand j'ai demandé le protocole de prise en charge des pleurésies purulentes et la liste des patients ayant eu la même maladie pour pouvoir comparer le traitement qui a été administré à mon frère et celui administré aux autres patients, ça m'a été refusé. La En vous chance que donnant j'ai quelle de mon raison, malheur... en fait? Comment? En vous motivant ce refus comment? Que c'était pas nécessaire. D'accord. En fait, le problème qu'il y a, c'est que en fait, on avait fait une expertise, demandé une expertise devant le tribunal administratif, Mhm. et l'expert judiciaire a rendu une expertise biaisée. C'est-à-dire qu'il dit tout le contraire de ce qui est écrit dans la littérature médicale, et sans donner de bibliographie qui atteste de ses dires. C'est comme si moi je dis 1 plus 1 égale 2, Oui. ce qui est factuel. Lui, il dit 1 plus 1 égale 5, et on le croit, parce que c'est un expert judiciaire. Mais il ne donne pas d'éléments qui vont dans son sens. Moi, je donne les éléments qui vont dans mon sens. Parce que la chance que j'ai dans mon malheur, c'est que je fais de la recherche et de l'enseignement. D'accord. Donc, en fait, moi, je sais ce que c'est que les données acquises de la science, parce que je travaille avec de nombreux doctorants. Je travaille avec des chercheurs. Je suis chercheuse moi-même. Donc, je suis co-autrice sur certains articles scientifiques. Et en fait, j'ai trouvé 2 thèses de l'hôpital, donc des thèses de doctorat. Où justement cet hôpital parle de la prise en charge des pleurésies purulentes. Donc entre 1999 et 2004, il y a 2 thèses qui répertorient 51 enfants qui ont été hospitalisés au CHU de Nancy-Brabois. Et en fait, on dit que pour la pleurésie purulente, il faut hospitaliser les patients en réanimation
et leur mettre un ou plusieurs draps dans le thorax pour évacuer le pus. Parce qu'en fait, une pleurésie purulente, c'est, vous voyez, vous avez le poumon. Oui. Devant le poumon, vous avez ce qu'on appelle la plèvre. Et quand il y a une infection, en fait, vous allez avoir du liquide qui va se former entre les deux feuillets de la plèvre. Soit du liquide, soit du pus. Il peut arriver que ce soit du sang. Euh, et en fait, il faut drainer ce pus ou ce liquide. Dans le cas de mon petit frère, c'était du pus, c'est pour ça qu'on appelle ça une pleurésie purulente. Oui. Il fallait enlever ce pus parce qu'en fait, ce pus appuie sur le poumon et empêche et entraîne des difficultés respiratoires. Donc c'est vraiment une urgence thérapeutique. Et le CHU de Nancy-Brabois sait très bien prendre en charge ces patients parce que quand vous lisez les deux thèses, donc la thèse de Madame Sandra Lavry-David et la thèse de Madame Valérie Ferrer, donc il y a 51 enfants qui ont été soignés avec ce protocole. Et en fait, en général, il y a des enfants qui arrivent d'autres hôpitaux où la prise en charge avait été mal effectuée parce qu'ils avaient peut-être pas les bonnes connaissances. Et le CHU a repris en charge. Et aucun des patients n'est décédé. Même à des stades plus avancés que celui de mon frère. Mon frère est rentré à un stade où c'était complètement... Voilà, ils ont posé le diagnostic le premier jour, sauf que mon frère, on l'a traité que par antibiothérapie. D'accord. On va s'arrêter là pour marquer une pause, ma chère Djamila, D'accord. et on se retrouve tout de suite, d'accord? D'accord, merci. À tout de suite. 23h30, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous continuons à vous écouter, Djamila. Donc, quand votre frère rentre à l'hôpital, quel diagnostic exact est posé? Le médecin dit qu'il a posé le diagnostic de pleurésie purulente. C'est repris dans le rapport de l'expert judiciaire. D'accord. Ce qui est soignable. soignable. Ils ont diagnostiqué. Oui, on ne meurt plus de pleurésie en France. Même dans les pays africains, le taux de décès est de 4%. Mais pour des personnes âgées avec des comorbidités, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà d'autres pathologies. Mon frère n'avait pas de pathologie, il avait 16 ans. Il est rentré pour cette maladie. Il y a un protocole de soins qu'il fallait mettre en œuvre, qui n'a pas été mis en œuvre. Donc en fait, quand si les gens veulent voir ce qui se passe, il y a la vidéo où il y a nos 6 familles qui sont regroupées, c'est Mourir à l'hôpital à qui le tour sur YouTube, donc qui a été réalisé par Isa. La page YouTube, c'est Les Enquêtes d'Isa, donc en collaboration avec l'association Les Oubliés de la Justice. Et donc j'ai communiqué les radios successives. Et en fait, même en tant que même quand on n'est pas médecin, on voit qu'il y a un problème au niveau des radios, que ça se dégrade, et il n'y a rien qui est fait, en fait. Il n'y a rien qui a été fait. Il y a autre chose aussi. Au CHU de Nancy-Brabois, il y a les tristement célèbres cas de Timéo, 4 ans, qui est mort d'un surdosage de colchicine, 1 an avant mon petit frère. Abigail et Kéo, qui sont morts de surdosage également de médicaments. Et l'affaire de Luna Bombarde que vous aviez auditionnée. Oui. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'il y a une dose de kétamine qui a été injectée à mon petit frère le 27 janvier 2016 qui nous a jamais été communiquée, qui n'apparaît nulle part. L'expert n'en fait pas mention. En ce moment, je suis au Conseil d'État. J'ai fait un recours en excès de pouvoir parce qu'en fait, j'ai déposé 5 plaintes contre différents médecins de l'hôpital, justement pour avoir des réponses à mes questions au niveau déontologique. Oui. Parce qu'on a eu un défaut d'information, c'est-à-dire que le médecin, le dernier, là, devant le Conseil d'État, ce recours en excès de pouvoir, je l'ai fait parce que même la Cour des comptes a dit en 2019 que même les médecins qui sont condamnés pénalement ne sont jamais sanctionnés déontologiquement. Il y a un tel corporatisme que les familles de victimes se retrouvent avec une totale absence d'enquête, que ce soit au niveau pénal ou déontologique. Donc d'ailleurs, Rodolphe de Thèves s'est joint à ma procédure devant le Conseil d'État. Donc en fait, il a fait une intervention volontaire en disant que lui aussi, il se plaint de l'immobilisme de la justice. Et
Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est juste que la justice nous entende et que des enquêtes effectives soient réalisées en toute égalité. Parce qu'en fait, en France, il y a le principe d'égalité qui est très, très important. C'est un principe constitutionnel. Oui. Et nous, on ne demande pas grand-chose, en fait. On demande juste le respect de nos droits et de la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la mort de quelqu'un, la Cour européenne des droits de l'homme est très claire, c'est l'article 2 de la CEDH, qui dit que l'État français est dans l'obligation de faire une enquête effective et impartiale. C'est-à-dire que tout le monde doit être traité de la même façon. Pour vous expliquer, moi, j'ai dû demander un dossier médical. J'ai dû réitérer mes demandes. Donc moi, j'ai été convoquée chez les flics en audition libre. On m'a pris mes empreintes et mes photos, et à ma mère aussi. Et on nous a demandé d'arrêter de demander un dossier médical qui est normalement systématiquement saisi. On vous a Quand mis vous un coup de regardez, pression, comme on dit. c'est ça. Et en fait, moi, ça m'a un peu traumatisée. J'ai été arrêtée presque 1 an parce que c'est vraiment choquant parce qu'on se dit on est les victimes et en fait, on se retrouve limite coupable. Alors qu'en fait, le parquet de Nancy était déjà en faute, dans la mesure où il y a un arrêt qui s'appelle l'arrêt Innocence en danger, enfance et partage contre France, qui dit que quand il y a une information préoccupante concomitante à une hospitalisation, il faut faire une investigation. Moi, mon frère, à partir du moment où il était en réanimation, l'hôpital a fait un signalement abusif contre nous. Il a fait un signalement abusif pour nous empêcher de voir notre proche. Ça s'est passé pour différentes personnes de la vidéo. Par exemple, Lucinda Mendes, sa fille, a été interdite de visite également. Parce que justement, elle n'était pas d'accord avec le traitement fait à sa maman. Nous, on n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé. On se posait des questions par rapport à une prise en charge qu'on a trouvée totalement aberrante. Comme par exemple, moi, le rapport d'expertise dit mon frère n'a pas eu de prise de sang pendant 14 jours d'hospitalisation, alors qu'on lui a donné des antibiotiques très très forts. Et ces antibiotiques peuvent provoquer des problèmes au niveau rénaux, au niveau hépatique. Il n'y a eu aucun suivi. Aucune prise de sang en 14 jours. Et l'expert dit que c'était louable. Louable. Louable, c'est ces termes. C'est ce qu'il écrit dans l'expertise. C'est pas normal. La moindre des choses que l'on fait quand on est à l'hôpital, c'est au moins des prises de sang. Oui. 14 jours sans aucune prise de sang. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, bien sûr que non. Donc, nous, on a posé des questions, on a demandé le dossier médical. Il y a les affaires des bébés secoués. Vous connaissez, parce que Bien vous sûr. avez interviewé la famille de Luna Bombarde. Oui. Et En fait, la famille de Luna Bombarde était aussi au CHU de Nancy. Qu'est-ce qui s'est passé pour la famille de Luna Bombarde? La famille a été signalée par l'hôpital. La famille a été mise en examen. Le dossier médical a été saisi. Et il y a eu une enquête. Luna Bombarde n'est pas morte. Mon petit frère, lui, on a signalé mon petit frère, il est mort le lendemain. Nous, on nous a envoyés au commissariat en nous disant que vous n'avez plus le droit de venir voir Mehdi. Il n'y a pas eu de mise en examen de ma maman, parce qu'en fait, ils ont menti en disant que ma mère avait refusé des soins, sauf que c'est eux qui lui ont refusé le protocole de soins, et qu'aujourd'hui, on a des médecins qui disent que la faute date du premier jour, que la prise en charge n'a pas été correcte. L'expert judiciaire qui a rendu son rapport n'était même pas spécialisé en pneumologie. Et c'est dans l'association Adikia, en fait, il y a aussi Alexandre Chacon. Oui. C'est le même expert qui avait affirmé que Alexandre Chacon avait secoué son bébé. Et en appel, il y a eu un documentaire qui était passé sur France 3, je crois, qui était répertorié sur l'association Adikia. Cet expert revient sur ses dires en disant « Mais on n'est jamais sûr de rien. Mais il y a des vies derrière, en fait. Il ne faut pas faire des expertises sans se baser sur des choses factuelles, parce qu'il y a des vies derrière. Il y a des personnes qui peuvent aller en prison. Quand on regarde le CHU de Strasbourg-Vallard du Camouflage, il y a la famille du petit Luckman, la famille de... Il y a un autre père de famille qui a fait de la prison, et heureusement qu'il y avait le professeur Christian Maresco qui a fait une expertise honnête et qui a permis à ce père de famille de sortir de prison, parce que ce père de famille disait qu'il restait enfermé dans sa chambre parce que les autres détenus ont entendu dire qu'il avait tué son bébé. Oui. Donc il avait un énorme risque pour sa vie.
Il y a eu, On ne peut pas faire des choses il y a comme eu de ça. gros problèmes en plus dans mon souvenir, hein, parce que ça date Oui, d'il y a 2 ans, cette histoire. Moi, hein, le témoignage que j'ai recueilli, il y avait une histoire vraiment d'experts euh, du comment du pardonnez-moi, de l'hôpital du CHU de Strasbourg, me semble-t-il, oui, euh, qui en plus avaient vraiment usé de leur influence pour calomnier et pour presque expulser le professeur qui, vous avez développé cette thèse, oui, c'est Christian. Ah oui, j'y Christian, suis. c'est Christian Maresco, oui, monsieur justement, Christian oui, il a Maresco, subi des pressions et en qui tant que était lanceur d'alerte. un professeur renommé, Oui, spécialiste justement de ces histoires de bébés secoués. Euh, Parce qu'il faut savoir, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, euh, c'est qu'il y a un véritable scandale en France sur les histoires de bébés secoués, car la France et ses experts développent des théories qui sont totalement différentes de celles développées, par exemple, en Allemagne, où on a étudié beaucoup plus la question en plus, et que ces experts ne sont même pas des spécialistes de la question. Alors que M. Christian Maresco, dans mon souvenir, l'était vraiment. oui, Vous c'est ça. m'arrêtez si je me trompe. Oui, Mais les pressions dont vous parlez ce soir, ma chère Jamila, lui aussi, en tant que professeur, en a subi. Et non seulement lui, ses enfants, qui sont aussi dans la profession médicale, en ont subi aussi. bah, c'est très bien que vous parliez de ça, parce qu'aujourd'hui, ma famille subit des pressions. Mais ça ne m'étonne Justement, pas. on instrumentalise Mhm, une voisine qui a, bah, justement, moi j'ai accueilli ma famille chez moi, qui a dû déserter son appartement parce que justement, cette voisine bénéficie d'une incompréhensible impunité. Elle a agressé deux autres voisins. Elle a agressé deux autres voisins qui ont dû déménager, mhm. qui ont signalé. Donc le médecin de ma sœur, qui est aussi le médecin d'une des voisines, qui a fait des certificats. Donc en fait, c'est su. Donc en fait, c'est pas normal que des familles doivent déménager et qu'on garde cette voisine à problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les enfants qui sont dans l'école et qui se font harceler, qui doivent déménager. Ouais, je Et vois. il y a un réel problème en France, c'est les victimes qui sont toujours obligées d'avoir une victimisation secondaire, ce qu'on appelle une victimisation secondaire, et qui sont maltraitées institutionnellement. C'est Mhm. pas normal. Non, non, ce n'est Par pas exemple, pour normal. revenir aux expertises, je voudrais parler de Selim, donc le fils de Abdelhamid Madadi, qui est cité dans la vidéo Mourir à l'hôpital à Kiltour. Selim, pour contrer la première expertise mensongère, a dû en faire 6 à ses frais. Vous imaginez? Vous avez déjà perdu un proche et vous devez encore sortir de l'argent pour payer vos avocats. Vous devez sortir de l'argent pour payer des expertises. Et l'État français ne remplit pas ses obligations positives Mhm. imposées par les traités et les conventions supranationales. Alors, s'il C'est vous pas plaît, normal. beaucoup de SMS tombent pour vous, Jamila, et demandent de Oui, revenir sur l'histoire de votre frère, s'il vous plaît, parce que c'est assez technique, si vous voulez, d'un point de vue du droit, de la procédure, d'accord. et Oui. on aimerait bien comprendre ce qui s'est passé pour Mon frère votre est frère. rentré pour une maladie qui était soignable et le protocole de soins qui est reconnu, qui est très bien maîtrisé par le CHU depuis de nombreuses années, parce que je vous ai dit entre 99 et 2004, mon frère, il y a eu 51 enfants qui ont été soignés. Mhm, Et il n'y en a aucun qui est mort. Parmi ces enfants, il y avait 3 enfants qui souffraient de handicap, dont 2 enfants trisomiques. Mon petit frère avait une trisomie 21. En fait, on lui a refusé le protocole de soins en disant qu'on ne voyait pas. Le professeur qui est en charge de mon frère a osé nous dire qu'il ne voyait pas mon frère en réanimation avec un drain dans le thorax parce que mon frère l'aurait arraché. Ce qui est totalement incompréhensible parce que des fois, il y a des personnes alcoolisées et on arrive à les soigner. Il y a des éléphants, on arrive à les soigner. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, je vois. Donc, le médecin a une obligation de moyens. Donc, en fait, il doit donner au patient toutes les chances pour qu'il reste en vie. C'est-à-dire qu'on doit donner le protocole de soins. Par exemple, je vais faire une analogie. Tout le monde sait que pour l'appendicite, si on donne que des antibiotiques, on va mourir. Mhm, Il faut la retirer. Sinon, on fait une péritonite et ça entraîne la mort.
Eh ben, c'est pareil pour mon frère. Mon frère, il y avait du pus dans la plèvre qu'il fallait retirer en urgence et donner des antibiotiques. Parce qu'en fait, en retirant le pus, on pouvait faire des analyses microbiologiques pour choisir le bon antibiotique. Là, on a donné des antibiotiques au hasard, c'est-à-dire probabilistes. Ça servait strictement à rien parce que le médecin, après le décès de mon petit frère, on est allé le voir avec ma sœur, il nous a dit c'était trop épais, les antibiotiques n'allaient pas jusque-là. Mais le problème qu'on a aussi, c'est que les médecins ne s'excusent jamais. Les médecins ne reconnaissent pas leurs C'est très erreurs. rare. Et en fait, ils vont faire ce qu'on appelle une inversion accusatoire. C'est comme ce qui s'est passé pour le petit Maxime Walter. On a dit que ses parents l'avaient dopé. C'est comme il voulait être en équipe de France et qu'il faisait du vélo. Et ben on a accusé les parents de l'avoir dopé ou qu'il soit hémophile et que c'est pour ça qu'il est mort alors que pas du tout. Quand vous regardez le documentaire CHU de Strasbourg, l'art du camouflage, moi je veux un peu parler de toutes les victimes aussi, parce que mon petit frère, il est décédé, il ne reviendra pas. Il suffit que les gens tapent Mehdi El Bekri sur Google ou YouTube, ils auront plus de détails. Mais c'est vraiment quelque chose de systémique. Et il y a de nombreuses familles qui souffrent de ça. Il y a aussi les nombreuses familles de Remiremont en ce moment. Au moins 13 familles qui, eux aussi, ont fait une vidéo qui s'appelle Quand l'hôpital tue à Remiremont, les victimes témoignent. Eh ben, elle dénonce la même chose, un immobilisme de la justice. Mhm. Donc on en appelle à la justice française de nous donner les réponses à nos questions. On a besoin des réponses pour faire notre deuil. Et moi, ça fait 8 ans, plus de 8 ans. Pour vous dire, même les avocats ne nous défendent pas correctement. J'ai été obligée d'apprendre le droit et de faire mes procédures seule. À Pourquoi? chaque fois que j'ai eu parce Pourquoi, à que à votre chaque fois, avis? ben, je sais pas, je veux pas polémiquer, mais j'ai ma petite idée, mais je laisserai les gens se faire leur petite idée. Mais comme par exemple, là, j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Mon avocat m'a pas communiqué jusqu'à hier la copie du dossier qu'il a transmis à la Cour européenne. Mhm. Donc, en fait, moi, j'ai pas copie des pièces parce que normalement, pour le principe du contradictoire, les juges et les parties doivent avoir les pièces pour que tout le monde puisse argumenter. Vous voyez déjà, devant le tribunal administratif, mon avocat n'a pas fait défendre mes droits, donc je ne sais pas sur quelle pièce l'expert judiciaire a fait son expertise. Quand je le dénonce, j'ai déposé une plainte contre cet expert judiciaire. Il y a d'ailleurs une autre plainte contre cet expert judiciaire concernant la mort d'un nourrisson qui s'appelle Marie Bellomo. C'est ce même expert qui rend une expertise biaisée et qui, en fait, prolonge l'injustice. Ces experts qui rendent des expertises biaisées prolongent les injustices. Parce que nous, quand on va en justice et qu'on paye, parce que j'ai payé quand même pour cette expertise devant le Mhm. tribunal Mhm. administratif, Oui. j'ai dû faire une avance de frais qui m'a été remboursée ensuite parce que, au départ, l'expert a quand même reconnu une perte de chance de 30%. Ce qui est totalement faux. Parce qu'aujourd'hui, moi, en transmettant juste cette expertise à mon assistant juridique, il y a des médecins 3 médecins ou 4 médecins concordants qui disent que la faute, elle est le premier jour et que c'est minimum 80% de perte de chance, sans avoir le dossier médical sous les mains, en se basant que sur l'expertise. Donc les médecins ont bien vu l'aberration de cette expertise. Moi, j'ai déposé plainte contre l'expert depuis 2021. J'ai été déposer une demande d'acte dernièrement parce qu'il n'y a rien qui se fait. Même la maman du petit nourrisson Marie Bellomo, j'ai écrit au ministère de la Protection de l'Enfant, j'ai écrit à l'IGAS pour demander le statut de lanceuse d'alerte, parce qu'on subit d'énormes pressions. J'ai écrit au président, j'ai écrit au ministère de la Santé, j'ai écrit au ministère de l'Europe, des Affaires étrangères et de l'Europe, parce que c'est eux qui sont en charge de faire respecter les arrêts de la Cour européenne et faire en sorte que les violations de droits qui ont déjà été condamnées par la France ne soient pas réitérées. Moi, dans mon dossier, c'est réitéré depuis le premier jour. C'est-à-dire, il y a une information préoccupante concomitante à une hospitalisation. Il devait faire une enquête d'office. Et c'est écrit dans cet arrêt que la personne qui a signalé l'enfant soi-disant en danger doit être auditionnée. Moi, j'ai demandé au juge, j'ai écrit au parquet, j'ai dit il faut auditionner le médecin. On m'a dit c'est pas la peine. En violation de cet arrêt. Vous comprenez? Mhm. Je comprends.
moi, ce que je demande, c'est juste qu'on respecte mes droits et qu'on nous permette de faire notre deuil et de passer à autre chose. Parce que on est victime. On est victime. Donc là, qu'on s'attaque à ma famille, encore aujourd'hui, je trouve pas ça normal. J'ai alerté. J'ai demandé le statut de lanceuse d'alerte À au qui on visa demande de. le statut de Ben, on peut danseuse demander au d'alerte? défenseur des droits, mais le défenseur des droits, il suffit de taper défenseur des droits sur Google, vous allez voir les avis laissés par les personnes. C'est une institution qui ne remplit plus son rôle. Elle C'est-à-dire? ne remplit pas son rôle. Ben, c'est-à-dire que un défenseur des droits, elle a que le nom. Oui, elle n'en a Moi, plus mes que le droits ne sont nom. pas respectés. Mhm. J'ai donné des preuves. Moi, je suis scientifique. J'ai des profs de fac. J'ai une chercheuse au CNRS. J'ai une docteure en chimie qui m'ont fait des attestations pour dire que, en fait, ce qu'on respire, on respire de l'air. Donc, dans l'air, il y a 21% d'oxygène. Oui. Et l'oxygène pur, c'est 100%. Moi, l'expert judiciaire et le médecin contre qui j'ai déposé une plainte déontologique devant le Conseil d'État en ce moment, dit que mon frère avait 100% d'oxygénation en réanimation. Sauf que moi, je suis chimiste. Le dossier médical est falsifié. En fait, quand vous avez des bilans sanguins, on met en gras on fait ressortir les anomalies, vous voyez, du bilan sanguin. Mhm. Et vous avez les normes à côté. Moi, il n'y a pas les normes. Les normes, en fait, on me les met en anglais. Donc, on me met du L ou du H. L, moi, je fais de la science. Donc, en fait, tous les articles scientifiques sont en anglais. Donc, moi, je peux voir les choses. Donc, L, ça veut dire low, ça veut dire bas. Et H, ça veut dire high, ça veut dire haut en anglais. Oui. Donc, moi, je vois que tous les bilans sanguins de mon frère sont anormaux. High, Et en fait, entendez dans haut, vous qui nous écoutez, haut, pas l'eau, hein, haut, la hauteur. oui, la hauteur. C'est-à-dire que la norme, en fait, ce qui a été prélevé sur mon frère, la valeur numérique est plus élevée que la norme. Donc, en fait, c'est pas bon. C'est trop élevé ou pas assez élevé. Et en fait, on écrit que mon frère devait avoir 100% d'oxygène et il n'avait pas 100% d'oxygène, il en avait 21. C'est-à-dire que ils ont débranché mon frère à notre insu. Parce qu'en fait, moi, ça m'a vraiment posé la question. Parce qu'en fait, quand on regarde les films, on voit, on débranche le patient en lui retirant le tuyau de la bouche. Mais si on lui retire le tuyau de la bouche, on le remet à l'air ambiant. L'air, c'est 21% d'oxygène. C'est la quantité minimum qu'on donne à un patient, par exemple, hospitalisé. Mhm. Quand, par exemple, vous allez faire une opération, juste avant l'opération, on vous met un masque à oxygène pour vous rajouter de l'oxygène. Donc, cette quantité d'oxygène peut passer de 21% à 100%. C'est pour qu'on ait le temps de vous intuber pour pas que vous ayez une détresse respiratoire. Vous voyez? Je Et vois. donc, Mhm. si on enlève le tuyau, ou bien si on donne seulement la quantité de 21%, c'est la même chose. Parce qu'on remet à l'air, c'est comme si on remettait à l'air. Et en fait, j'ai cherché les documents scientifiques, c'est ce qu'on appelle le terminal weaning, sevrage ultime, ou sevrage terminal en français. Et donc, c'est comme ça qu'on débranche les patients. Soit on leur retire le tuyau, soit on leur laisse le tuyau, mais on donne la quantité minimale. Et mon frère, c'est ce qu'on lui a fait. Et on n'a pas été prévenus, donc on n'a pas pu faire les recours qui nous étaient ouverts. Il n'y a pas eu de... ça a été fait hors du cadre légal de la loi Leonetti. Ça a été fait à notre insu. Et c'est juste pas normal. Là, d'ailleurs, il y a une marche blanche à Paris, place Joachim du Bellay, le samedi 23 mars 2024 à 14h, contre les violences hospitalières, l'euthanasie non consentie et l'injustice. Parce que mon petit frère a subi ça, la maman de Rodolphe de Thèves, elle, c'est une injection de tramadol qui a été injectée à cette dame. 4 ans avant cette dame, il y a la famille de Maria Pereira, qui a aussi une injection de tramadol, dose mortelle. Il y a Lucinda Mendes, qui a eu aussi une injection mortelle. Nous, on demande juste les réponses à nos questions. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo commune sur YouTube, Mourir à l'hôpital à qui le tour, parce que vraiment, ça peut arriver à n'importe qui. Et comme vous pouvez voir, on est de toute origine,
Il y a plusieurs personnes. Il y a Loïc Mercadier qui a 21 ans. Il y a mon petit frère qui a 16 ans. Il y a des pères de famille. Il y a des mères de famille. De toute origine. Sans distinction. Oui, Ça peut vous arriver demain. exactement. Et en fait, il faut que ça change parce que c'est ce qu'on appelle de la maltraitance institutionnelle. La justice doit remplir son rôle. Elle doit être la même pour tous. Il ne doit pas y avoir de passe-droit. Parce que moi, j'ai subi prise d'empreintes et de photos pour un dossier médical qui aurait dû être saisi dès le début, comme dans l'affaire Luna Bombarde et dans toutes les affaires de l'association Adikia. J'ai été voir sur le site de l'association Adikia, il y a 4 familles qui ont été signalées par le CHU de Nancy. Ces 4 familles, alors que les enfants ne sont pas décédés, mis en examen, dossier médical saisi et sécurisé. Moi, aujourd'hui, j'ai payé une consignation, j'ai même dû payer pour qu'il y ait une enquête, alors que normalement, l'enquête aurait dû être faite d'office. Et on me refuse ce dossier médical qui est mon droit. Je vais vous dire, pour que celles et ceux comprennent bien, et j'appuie vos propos, ma chère Djamila, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans la colère, mais vous êtes quelqu'un qui avait bien la tête sur les épaules et qui affirmait des choses telles qu'elles se sont passées. Dans le dossier de la petite Luna Bombard, le tribunal a reconnu en première instance l'hôpital comme étant responsable de ce qui s'était passé. Je rappelle que cette petite a été enlevée à ses parents car on a constaté à un moment des traces que l'on pensait être des traces de coups, puisqu'il y avait des hématomes, et que cette petite souffrait exactement de la même maladie que sa maman, qui faisait des hématomes internes même, c'est-à-dire que le corps produisait des hématomes tout seul, sans même se cogner. Et le pire dans cette histoire, c'est que on s'est heurté encore à des experts et à des médecins qui se sont refusés juste de faire l'examen de comparaison entre cette petite et sa maman dans l'hôpital même qui était spécialisé et qui traitait déjà la maman. On a refusé cet élément de comparaison. Et la petite a été enlevée pendant 4 ans à ses parents. Pas d'anniversaire, pas de Noël. Un dédit émotionnel terrible pour cette petite et pour les parents, qui ne se sont jamais remis de tout ça d'ailleurs. Je parle de l'équilibre du couple même. Donc, sachez, vous qui nous écoutez, que Djamila ne veut que la vérité, en fait, et demande qu'on lui fournisse les éléments. Tout simplement, parce que c'est ce que vous demandez, Djamila. Oui, c'est ça. Et à moi et à toutes les autres victimes. À parce vous, bien évidemment. Mais c'est avec vous que je parle ce soir, et c'est vous que l'on entend ce soir. Mais bien évidemment, à toutes les victimes. Lorsqu'il y a une mort suspecte, comme ça, parce que l'erreur est humaine, et que nos médecins peuvent faire des erreurs, et que les assurances couvrent aussi les erreurs aujourd'hui des médecins. Mais il y a encore une sorte d'omerta et un refus catégorique de cette profession d'admettre l'erreur. Je vais vous dire, je viens de faire un film là-dessus, donc je sais de quoi je parle, et j'ai même recueilli la parole d'un professeur, dont je ne vais pas le citer là, parce que je sais qu'il n'y tient pas plus que ça, mais vous pouvez le retrouver dans Les Yeux d'Olivier, qui a été diffusé il y a quelques mois, traitant des erreurs médicales. Un professeur spécialiste du cancer du pancréas et quelqu'un d'une renommée européenne, même mondiale, évoquait lui-même l'erreur qu'il avait faite, et justement reconnaître son erreur et chercher, en filmant ces opérations, d'où vient l'erreur. C'est-à-dire, voilà enfin un professeur de renommée mondiale qui ouvre la voie et qui montre, pour que tout le monde finisse finalement bien, et les familles et les médecins, parce qu'on peut faire une erreur. Elle coûte cher, soit. Là, on parle de la mort d'un enfant. Mais on parle de plusieurs victimes. Pourquoi ne pas reconnaître l'erreur est humaine, et on sait que nombreux sont les médecins qui opèrent avec la pression, parce que c'est une pression réelle, une responsabilité terrible d'avoir la vie de quelqu'un entre les mains. Et je pense même que la société accepte
ce fait que on remette notre vie entre la main d'hommes et de femmes qui sont humains, donc qui peuvent faire des erreurs. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas dans cette profession l'erreur et qu'on balade des familles, euh, on balade des malades même, parce qu'on parle d'erreurs médicales qui ont coûté la vie ce soir avec vous, Jamila. Mais moi, j'ai rencontré des victimes qui sont encore vivantes aujourd'hui, mais qui vivent un véritable calvaire physique avec un corps médical qui fait corps, qui se serre les coudes de l'ordre jusque à ceux qui sont responsables des erreurs et qui font vraiment front d'une manière assez honteuse. Oui, le rapport de la Cour des comptes de décembre 2019 est très parlant à ce niveau-là. Oui, mais il sert à quoi ce rapport au final? Ben, je sais pas. Ben voilà, Parce que ça n'a pas changé aujourd'hui. comme comment vous parliez du défenseur des droits tout à l'heure. Exactement, oui. Voilà, on a des grands mots en France. Ça devient une vraie tradition en plus euh, chez nos politiques même et qui nous gouvernent, hein, de parler, 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 et puis on parle et puis aucun acte ne suit. Voilà, et on est encore dans ce type de procédé où on a des belles institutions, mais qui aujourd'hui, voilà, tout le monde aux abris. Oui. Hein. Vous restez On avec paye moi, des Jamila. impôts. On paye des impôts en Ouais. plus, oui. On paye des impôts pour ces institutions qui ne remplissent pas leur rôle. Exactement. Vous restez avec moi, on va laisser passer l'info et puis on se rejoint tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1. Ce soir, la dernière de la semaine et nous vous retrouvons le 1er avril. Nous, l'équipe de cette libre antenne, mais je vous le rappelle, encore une fois, votre libre antenne continuera avec Valérie Darmon et puis bien évidemment avec Roland Pérez qui assurera votre plaisir et vous écoutera car nous sommes tous là pour vous, chers amis. Comme le dit Pascal Praud, vous êtes les plus importants pour nous. Et vous savez hein, que vous retrouvez Pascal Praud, bien évidemment, tous les jours de la semaine dans un rendez-vous avec d'abord l'heure des pros, codiffusé sur CNews de 9h à 9h30 et puis de 11h à 13h. C'est un tête-à-tête unique sur Europe 1 avec Pascal Praud et vous. Comme le dit Pascal, vous êtes les plus importants, donc participez à cette émission en appelant le 01 80 20 39 21 et Élise et Quentin vous rappelleront. Il est minuit 5. Jamila, nous allons conclure sur votre témoignage. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Parce que j'ai l'impression que cela fait, et ça n'est pas une impression, ça fait 8 ans que vous vous battez. Qu'est-ce qui peut arriver en fait? Qu'est-ce qui peut se passer J'espère une maintenant? condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. De toute façon, j'irai jusqu'au bout et la deuxième procédure devant le Conseil d'État. Justement, j'ai un autre souci, c'est que en France, lorsqu'on dénonce une atteinte volontaire à la vie, comme c'est le cas dans mon affaire, l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que j'ai le droit à un avocat commis d'office normalement pour défendre la mémoire de mon frère, Oui. vu que mon frère est décédé sous protection, en plus censé être sous protection judiciaire de l'État, et il ne l'était pas. Il n'a pas été protégé. Mhm. Il a été délaissé au CHU de Nancy. Le CHU de Nancy l'a débranché et tout ce qui s'est passé a été contraire à tout ce qui se passe en temps normal. Il suffit de comparer avec ce qui se passe pour l'association Aditya. Mon frère, c'était tout le contraire. Ce qui s'est passé avec la petite Luna, avec un petit qui s'appelait Nils à Nancy, un petit Sandro qui est signalé aussi par le CHU de Nancy. Il y a aussi Aurélie qui donne son témoignage sur l'association Aditya, qui est aussi signalée par Nancy. Donc, ils ont tous été interrogés par la police. Nous, il n'y a pas eu ça. On nous a dit, venez chercher votre frère, enterrez-le. Et nous, on n'a pas voulu faire d'autopsie parce qu'on ne voulait pas, ma mère, elle ne se sentait pas de, vous voyez, une autopsie, c'est quand même se dire, on va ouvrir la personne, elle voulait le laisser reposer en paix. Oui, mais je comprends. Parce Sauf qu'aujourd'hui, autopsie, scientifiquement, moi, j'ai les preuves factuelles et scientifiques, c'est comme 1 + 1 = 2.
avec des attestations de témoins de médecins, avec les 2 thèses de l'hôpital lui-même, avec le protocole de l'hôpital. Parce que dans cette thèse, c'est écrit que c'était unanimement reconnu que c'est comme ça qu'il fallait traiter la maladie de mon frère, déjà à l'époque. Et aujourd'hui, il y a Madame Claire André-Jacques qui a fait, à partir de 6000 articles scientifiques, le protocole de prise en charge des pleurésies. Et c'est totalement concordant avec le protocole de l'hôpital d'il y a plusieurs années. Donc en fait, mon frère n'a pas eu les soins qui lui étaient dus. C'est Mhm. une obligation de l'État de fournir aux patients des soins adaptés. On ne peut pas donner des soins quelconques. Parce que nous, on nous a dit, mais votre frère a eu des antibiotiques, donc il a été soigné. Ben non, non. Ce qui est écrit dans le Code de la santé publique, c'est qu'il faut donner des soins qui sont adaptés à la maladie, c'est-à-dire pour soigner, et non des traitements illusoires. Parce que ça s'appelle du charlatanisme en Code de la santé publique. Oui. Et nous, ce qu'on demande aussi, c'est que les expertises soient appuyées par de la bibliographie. Parce que moi, l'expert, il m'a rendu un rapport que j'ai montré à tous mes collègues scientifiques. Nous, on reçoit des stagiaires. Les stagiaires nous rendent un rapport sans bibliographie, on leur met 0. Pourquoi tous les particuliers, quand ils vont en justice, doivent apporter les preuves de leur dire? On est tous soumis au code de procédure civile, c'est-à-dire qu'on doit apporter des preuves à l'appui de nos prétentions. Mhm. Pourquoi l'expert en est dispensé? Je ne vois pas pourquoi. Il doit lui aussi apporter des preuves à l'appui de ses prétentions parce qu'il ne peut pas être juste affirmatif et affirmer tout le contraire de ce qui est écrit dans la littérature. Et lui non plus ne produit pas, alors qu'on l'avait demandé devant le tribunal administratif, le protocole de l'hôpital. C'est quand même fou ce que vous nous C'est racontez. quand même fou. Oui, c'est Et fou. donc, aujourd'hui, j'ai au moins 5 ou 6 médecins qui disent la même chose que moi. J'ai toute la littérature médicale avec moi. J'ai les thèses avec moi, j'en ai de nombreuses. Des articles scientifiques. Je vous ai dit, le protocole actuel de prise en charge des pleurésies purulentes a été établi à partir de 6000 articles. Ça a été publié sur le site de la SPLF. C'est le professeur ou le docteur Gilles Magiapan. Ouais, ça doit être comme ça. Ça a été établi, c'est la littérature. Et quand vous allez sur Wikipédia, rien que Wikipédia, c'est écrit que du temps d'Hippocrate. Si on ne, c'est Hippocrate lui-même qui a dit si on ne retire pas, la patiente va mourir. Donc c'est établi depuis de nombreuses années. Pourquoi mon frère a eu un traitement différent? Et pourquoi le médecin a persisté dans son erreur pendant 4... Mon frère était là-bas pendant 14 jours. Et c'est au 14e jour qu'ils ont fait un signalement. Quand mon frère était en réanimation dans un état catastrophique. Et pendant qu'on était, nous, au commissariat, parce qu'on nous a empêchés d'aller voir mon frère, on nous a dit il faut aller au commissariat pour qu'il vous soit notifié l'interdiction, eh ben, mon frère était en train d'être débranché. C'est ce que j'ai dit au magistrat à la cour d'appel. Je leur ai dit heureusement qu'on n'était pas sur place, parce qu'on aurait encore dit que c'est nous qui l'avions débranché. Mhm. Qui lui avions... Parce que la seule chose qu'ils devaient leur donner, ils ont dit, ils ont fait ce signalement pour que mon frère puisse enfin avoir les soins qu'il devait avoir. La seule chose qu'il devait avoir en réanimation, c'est de l'oxygène. Et On ne lui a pas donné. oui, c'est tout finalement déjà. C'était Oui, le premier soin dont il devait bénéficier. mais oui. Parce que moi, je suis scientifique, donc moi je vous dis, je ne suis pas médecin. J'ai dû apprendre les termes scientifiques. J'ai décortiqué le dossier. Je peux vous dire que j'ai déposé une plainte assez conséquente, mais j'ai encore des éléments sous le coude, tellement le dossier est falsifié, et que scientifiquement, on m'a donné des éléments déjà qui sont très incriminants. Alors j'imagine ce qu'on m'a caché. Oui. C'est Maître Koubris qui disait dans le documentaire CHU de Strasbourg l'art du camouflage, parce que lui, il a assisté la famille de Maxime Walter. Il disait que il a vu les dossiers et que, en général, c'est fait très grossièrement, les falsifications. On les voit, moi, j'ai du correcteur.
Vous voyez, comme par exemple quand vous avez un tableau et que sur Paint, vous effacez les barres du tableau. Oui. En fait, vous voyez que c'est effacé, que c'est réécrit. Et en fait, moi, j'ai des documents qui ont été imprimés informatiquement où c'est écrit 21%, on reporte dans le tableau et on écrit 100%. Alors que c'est faux. C'est faux. Ça, j'ai porté plainte pour falsification du dossier. Et moi, j'ai été convoquée chez les flics le jour où j'ai envoyé un mail en disant que le dossier est falsifié. On m'a convoquée chez les flics et vous savez, le motif du classement, c'est pas classement sans suite. C'est classement, ça s'appelle... euh, comment ça s'appelle déjà? En fait, le parquet m'a demandé d'arrêter de demander le dossier médical à l'hôpital. J'ai acquiescé. En fait, d'arrêter de demander mon droit, en fait. Notre droit, parce que c'est le RGPD. C'est les données personnelles. Oui. Notre droit à la Cour européenne et la Cour de justice de l'Union européenne dit que le patient doit avoir droit à l'intégralité de son dossier. Dernièrement, il y a eu une condamnation de l'Allemagne qui a même dit que l'hôpital, parce qu'en général, l'hôpital, quand on nous demande le dossier médical, il nous fait payer les photocopies. La Cour de justice de l'Union européenne a statué qu'aujourd'hui, la première demande devait être totalement gratuite. Parce que nous, la seule chose qu'on nous a fait au début, aucune excuse. On nous a envoyé une facture. Ça s'est passé pareil pour un autre jeune qui est décédé en 2016, qui s'appelait Julien. Les parents, c'est passé dans le journal, ils ont dit la seule chose qu'on nous a envoyée, c'est des factures. Aucune explication sur le décès de notre fils, aucune Aucune excuse, que du explication. mépris, aucune explication. Et le pire, c'est que on essaye d'inverser les accusations, de faire une inversion accusatoire en disant c'est vous qui avez secoué votre bébé. Ils ne font même pas par exemple, de diagnostic différentiel. On ne peut pas accuser les gens sans avoir fait un diagnostic différentiel. Parce que Normalement, le pire, la famille de non. Luna, Normalement, non. Oui. la famille de Luna, quand même, la maman a dit, moi j'ai cette maladie, ma maman a cette maladie, faites une prise de sang. On Faites une leur a prise dit de non, sang, exactement. une simple prise de sang. On a détruit la vie d'une famille pendant 4 ans. Et en ce moment, la famille de Luna est aussi à la Cour de cassation. Oui, je sais. Parce que leur appel, parce qu'ils avaient gagné en première instance contre les experts qui avaient menti. Exactement. Ils Et avaient en fait, ils sont gagné. en Cour de cassation. Oui, et on leur a demandé de reverser l'argent qui leur a été versé au moment où ils ont gagné. Vous Mais imaginez on la marche sur violence? la tête complètement dans cette histoire. Mais complètement. C'est fou. Parce qu'il y a beaucoup de familles, les enfants, ils ont besoin de leurs parents, ils doivent être auprès de leurs parents. Quand il n'y a pas Bien de sûr. maltraitance, quand il y a une maltraitance avérée, je suis d'accord qu'on enlève les enfants, il faut les enlever, c'est sûr. Mais quand il n'y a pas de maltraitance avérée, on détruit les enfants, on détruit les parents, on détruit la famille. Et c'est pas normal. Il faut que ce soit factuel. Il faut que ça soit Factuel. expliqué, C'est ça. factuel, rationnel. Voilà. Et normalement, on parle là de médecine. Donc normalement, on a tous les moyens pour livrer quelque chose de clair, normalement, me semble-t-il. Ben oui. Ben oui, ben oui. Mais c'est pas ce qui se passe, malheureusement. Ça n'est pas ce qui se passe. Et je le disais tout à l'heure, la grande problématique aujourd'hui en France, c'est que les institutions comme les conseils de l'ordre continuent de mentir, de se serrer les coudes sans que le pot de terre que vous êtes, Jamila, que toutes ces familles dont on parle ce soir sont, des citoyens lambda, eh bien, ne sont rien devant ces institutions, ne représentent rien. Parce que personne, chers amis, ne vous défend. Personne. Non. C'est pour Personne. ça que j'ai décidé de me défendre seule, parce que chaque fois que j'ai eu des avocats, j'ai pas eu la copie de mes dossiers. D'ailleurs, là aussi, devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, ma plainte qui devait être montée, parce que la plainte, c'est la base de la poursuite. Ma plainte n'était pas à la Cour de cassation, elle n'a pas été transmise en violation des droits, en violation des articles 568 et 567 du Code de procédure pénale. Peut-être que ce que je dis, c'est un peu technique, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se défendent seuls.
Et je suis en contact avec différentes familles, pas seulement dans le domaine médical, dans les placements abusifs. Je suis d'ailleurs en rapport avec une dame que vous avez eue dernièrement à l'antenne qui s'appelle Agnès Guéprade par rapport à son fils Pierre. Oui. Donc on s'entraide tous et on s'est regroupés parce qu'en fait on se rend compte que c'est la justice qui dysfonctionne. Et je pense Comme que disait je notre pense que vous avez tout actuel, à fait raison de vous regrouper parce que c'est comme ça que vous pouvez faire pression. Euh, c'est ce que a dit notre actuel ministre de la Justice, il ne faut jamais avoir affaire à la justice de notre pays. Effectivement, je m'en rends compte. En fait, moi, je passe de victime, limite, on veut me rendre coupable. ouais, On s'attaque à toute ma famille, on essaie de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. C'est juste pas normal. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai jamais eu de problème avec la justice. Depuis le jour où j'ai dénoncé pour mon frère, avec des éléments factuels, j'ai été convoquée au moins 3 fois chez les flics. C'est fou, Ma mère, pareil. c'est Ma fou. mère, qui a perdu son fils. On lui a retiré son autorité parentale, le parquet, sans qu'elle soit passée en jugement. Toute autorité parentale de soins, Parce que vous sans avez aucun élément osé médical. contester une institution. Vous avez osé contester une institution et là, J'ai osé dire la vérité. oui, ça ne passe pas dans ce pays. Ça ne passe pas. Ça ne se passe pas comme ça, en tout cas. On vous rappelle à l'ordre, hein. On vous dit C'est pas normal. coucouche panier. Autrement, si vous faites trop de bruit, hein, on va vous taper Ben, sur les doigts. c'est pour ça qu'aujourd'hui je dénonce. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai demandé le statut de lanceuse d'alerte devant l'inspection générale des affaires sociales, qui sont bien au fait de ce problème parce que le CHU de Nancy-Brabois, maître Divisio m'avait dit quand je l'avais contacté qu'ils étaient déjà dans le collimateur, qu'il y avait beaucoup d'affaires. C'est pas qu'à Remiremont, hein, c'est un peu partout en France. Mais le CHU, quand même, entre Timéo, Abigail, Ekeu, Luna, il y a l'affaire Afiri, Bidari, Inès. Donc moi, elles sont allées jusqu'à la Cour européenne. Donc j'ai vu qu'en fait, moi, mon petit frère, il n'a même pas eu d'examen paraclinique. Donc on n'a même pas vu son cerveau. On ne peut pas débrancher quelqu'un sans avoir fait des examens paracliniques. Il n'y en a aucun dans le dossier médical de mon frère. Parce qu'en fait, justement, comme cette petite, on a informé sa famille. Ils ont pu faire les recours. Et en fait, dans l'arrêt de la Cour européenne, l'arrêt de la Cour du Conseil d'État, c'est écrit le protocole de l'hôpital avant de débrancher. Il doit faire des IRM et des EEG. Moi, j'en ai aucun dans mon dossier. Donc, mon frère a été débranché totalement illégalement. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui veulent être débranchés. On leur dit, ben non, ici, on n'assiste pas les gens pour... voilà. Et vous, il y a des personnes qui veulent vivre et en fait, on les euthanasie illégalement. C'est pas normal. Mhm. Non, ça n'est pas normal. Et pour dire aussi, l'hôpital de Nancy a déjà été condamné en 1997 par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'affaire Mantovani contre France par rapport à une affaire où il y avait un surdosage d'allotane. Et l'expert avait déjà menti. Donc ça, 97, on est en 2024. C'est la même problématique dans mon dossier. Moi, mon dossier, c'est un cumul de signalements abusifs, Luna Bombarde, surdosage, Timéo. Et pourquoi nous, il n'y a aucune enquête? Des branchements comme l'affaire Afiri Bidari. Eux, ils ont pu aller devant les tribunaux et avoir des recours effectifs. Moi, j'en ai aucun. C'est ce qui est Pourquoi? totalement incroyable. Ce qui est totalement incroyable. C'est un cumul de toutes ces affaires. Moi, c'est un cumul de toutes ces affaires. J'ai toutes ces affaires dans mon affaire. Et pour terminer, le CHU de Strasbourg, l'art du camouflage, le jeune Maxime Walter a été opéré alors qu'il était déjà mort. Vous allez à la 15e minute de documentaire CHU de Strasbourg, l'art du camouflage, vous allez être choqué. Et en fait, il parle du pH sanguin. Moi, je suis chimiste. Mon frère avait un pH sanguin plus bas que celui de Maxime Walter, déjà au bloc opératoire. Mon frère, il est mort à quel moment? Il est mort au bloc opératoire? Vous ne Il savez est mort pas? en réa? Mais oui, non, Il mais est mort. vous ne Il est saurez mort à quel jamais. moment? Ouais. Et le médecin qui était responsable de la réanimation, qui a débranché, qui est responsable du débranchement de mon frère, parce que c'est lui le chef de service, c'est lui qui a levé l'obstacle médico-légal. Le parquet ne s'est pas dit, l'enfant est décédé. Et pourquoi l'association a dit qu'il y a les 300 familles ont porté plainte contre la France à la CEDH? Toutes ces familles ont été mises en examen. Les enfants ne sont pas morts. Il y en a certains qui sont morts et d'autres non. Moi, dans mon cas, mon frère est mort, il n'y a eu zéro enquête. Ma mère n'a pas été mise en examen alors qu'elle a subi
arbitrairement un retrait d'autorité parentale dès le 28. Le 28 janvier, l'hôpital 2016 fait un signalement. Le 28 janvier, il y a une ordonnance de placement provisoire où on retire toute autorité de soins à ma mère. Le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante, n'est pas un juge. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit. Mais Et visiblement, les ils femmes, l'ont pris. oui. Et au jour d'aujourd'hui, on leur demande de faire l'enquête qu'ils auraient dû faire il y a 8 ans, de saisir le dossier qu'ils auraient dû saisir il y a 8 ans, plus de 8 ans. On nous le refuse. Donc, est-ce que c'est une... Le Conseil d'État dit qu'à partir du moment où la personne refuse, ne donne aucun argument contraire à ce qu'on affirme, c'est qu'ils affirment que nos prétentions sont exactes. Donc aujourd'hui, moi, j'affirme que l'État français sait que mon frère a été débranché et que ce que je dis, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il y a une totale immobilisme. Et c'est pour ça que je subis aujourd'hui des pressions. Pour vous dire, je suis même sur écoute, comme M. Rodolphe de Thèves également, qui est suivi par les renseignements généraux. Mhm. Vous vous Ouais, rendez compte? oui. On est victime et on demande la justice. Et on se retrouve, comme Agnès Guéprade aussi, qui elle subit, qui a dénoncé dernièrement sur votre antenne, des agressions. Parce qu'elle dénonce des choses. Mhm. Et qu'on demande juste à savoir pourquoi nos proches sont morts. Et pourquoi il n'y a pas d'enquête diligentée autour de dossiers qui sont pourtant assez fournis en éléments. Je suis obligé de conclure maintenant, ma chère Djamila. Merci pour votre appel. Et puis ne manquez pas de nous donner de nouvelles sur tout ça et de D'accord. nous Je tenir vous au courant. remercie infiniment, Je en vous en tout cas, prie. de votre Je vous en prie. humanité et de m'avoir permis de m'exprimer. Je vous en prie. Justice pour Mehdi El Bekri, justice pour toutes les autres victimes d'injustice en général. Cette maltraitance institutionnelle, elle doit stopper parce que pas normal en fait. Voilà. On est au pays des droits de l'homme quand même. Hein. On est Oui. au pays de la déclaration des droits de l'homme. Et en fait, on est devenu un peu la risée du monde par rapport à tout ce qui se passe dernièrement. Mais relevons la tête et restons combatifs, Djamila. Hein, de Ah, toute mais façon, oui, mais vous avez moi je assez. lâcherai pas de toute façon. Non. Et je sais que c'est dans... Ouais. Malheureusement, je suis obligé d'enchaîner parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir, Djamila. D'accord? D'accord. En tout cas, je vous remercie Je vous en infiniment. prie. Bonne soirée. Et justice pour tous. Au revoir. Merci.